Entre ménages et heures épuisantes, son corps fatigué cachait l'âme d'une danseuse. Lors d'une soirée de gala, elle fut humiliée pour avoir osé danser là où seuls les riches avaient leur place. Mais d'un seul saut, elle transforma la moquerie en art et fit taire même le plus puissant de la salle. Avant de commencer, rejoignez notre famille sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un pouce bleu, cela aide énormément notre travail. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le réveil sonna à 5h30 du matin, comme toujours. Marianne ouvrit lentement les yeux, sentant le poids familier de la fatigue qui ne la quittait jamais complètement. De l'autre côté de la chambre minuscule, Sophie et Gabriel dormaient encore profondément dans le lit superposé qu'elle avait acheté en 12 mensualités l'année précédente. La fillette de 6 occupait la couchette du bas, tandis que son frère de 4 ans s'étalait sur celle du haut, un bras pendant dans le vide, comme s'il essayait d'attraper quelque chose dans ses rêves. Elle resta allongée quelques secondes de plus, observant la respiration tranquille de ses enfants. C'étaient les seuls moments de paix de la journée, lorsque le monde n'exigeait encore rien d'elle et qu'elle pouvait simplement exister en tant que mère. Mais la réalité frappait toujours à la porte, avec une ponctualité cruelle. Elle se leva en silence, marchant sur les lattes du parquet qu'elle connaissait par cœur, évitant les endroits qui grinçaient. Dans la petite salle de bain de l'appartement de 2 pièces à Montmartre, Marianne regarda son reflet dans le miroir taché. 30 ans pesaient sur son visage comme 40. Elle n'était pas laide, loin de là. Même avec la peau desséchée par la fatigue et les cheveux bruns toujours attachés en un chignon pratique, elle conservait encore la posture droite que la danse avait gravée dans son corps. C'étaient ses yeux qui trahissaient tout, bruns, profonds. Il portait une mélancolie qu'elle essayait de cacher à ses enfants chaque jour. Elle prit une douche rapide, enfila le jean bleu marine et le chemisier blanc qu'elle portait pour travailler à la clinique vétérinaire. Tout en se brossant les dents, elle organisait mentalement la journée qui l'attendait. 7 heures à la clinique, puis aller chercher les enfants à l'école, préparer le dîner, aider Gabriel avec les lettres qu'il apprenait à dessiner, vérifier si Sophie avait pris son médicament pour l'asthme et encore se préparer pour le travail supplémentaire du lendemain soir. Samedi serait différent. Samedi, ce serait la fête dans l'hôtel particulier de l'homme d'affaires Rodolphe Meunier, un événement de gala de la Fondation Espoir Vivant. Marianne avait obtenu ce travail par l'intermédiaire de Clémence, une connaissance qui faisait des extras dans des événements de luxe depuis plus de 15 ans. Le paiement serait suffisamment généreux pour couvrir les médicaments de Sophie pour les 2 prochains mois, ainsi qu'une partie du loyer de l'appartement qui était en retard. Dans la cuisine, elle prépara 2 biberons de lait tiède avec des vitamines. Gabriel avait encore besoin du biberon pour bien dormir, et Sophie aimait boire un peu de lait à son réveil. Elle vérifia s'il y avait du pain pour leur petit déjeuner et soupira en réalisant qu'il ne restait que 2 morceaux de baguette dans le frigo. Il faudrait qu'elle s'arrête à la boulangerie avant de rentrer du travail. Elle embrassa le front de chaque enfant, murmurant des mots tendres qu'ils n'entendaient pas, mais que Marianne avait besoin de dire. Elle prit son sac usé, vérifia si son portefeuille contenait l'argent compté pour le bus et quitta l'appartement à 6h15, descendant les 3 étages jusqu'à la rue. Paris respirait déjà l'agitation matinale. Le ciel avait encore cette teinte grisâtre de l'aube, mais les rues commençaient à se remplir de gens qui, comme elle, se levaient avant le soleil pour assurer leur subsistance. À l'arrêt de bus, Marianne rejoignit la file d'employés de maison, de vendeurs, de concierges et de tant d'autres personnes qui formaient l'engrenage silencieux qui faisait fonctionner la ville. Pendant les 40 minutes de trajet jusqu'au 16e arrondissement, où se trouvait la clinique vétérinaire, elle avait l'habitude de fermer les yeux et de laisser son esprit vagabonder. Parfois, elle pensait au passé, mais elle essayait d'éviter. D'autres fois, elle planifiait l'avenir, mais cela aussi faisait mal. La plupart des matins, elle laissait simplement le balancement du bus endormir ses soucis pour quelques instants. Mais ce jeudi-là, alors que le bus traversait la ville qui s'éveillait, Marianne pensa à quelque chose qui s'était passé le dimanche précédent. Elle était chez Madame Hélène, comme chaque dimanche depuis 6 mois, lorsque la vieille dame lui avait montré une vidéo sur son téléphone. C'était un spectacle de ballet classique présenté à l'Opéra Garnier. Les ballerines dansaient avec une précision et une expressivité
qui firent accélérer le cœur de Marianne d'une manière qu'elle avait oublié être possible. Madame Hélène, assise dans le fauteuil en velours bleu qui avait appartenu à sa grand-mère, avait regardé Marianne avec ses yeux, encore brillants malgré ses 82 ans. « Tu as toujours ça en toi, ma petite. Je le vois dans tes mouvements, dans la façon dont tu respires quand tu danses. Ça ne meurt jamais. » Marianne avait souri sans répondre, mais les mots avaient résonné dans son esprit toute la semaine. Au sous-sol de la maison de Madame Hélène, entre des miroirs poussiéreux et des barres d'appui que l'ancienne ballerine gardait comme des reliques de sa carrière, Marianne avait redécouvert quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Ce n'était pas seulement la technique, qui était étonnamment toujours là, gravée dans la mémoire musculaire de son corps. C'était la sensation d'être complète, d'être exactement là où elle devait être. Le bus s'arrêta avec une secousse qui la ramena au présent. Elle descendit sur l'avenue des Champs-Élysées et marcha les 2 rues jusqu'à la clinique, saluant le concierge de l'immeuble avec le sourire poli qu'elle gardait tout au long de sa journée de travail. À la clinique, son travail consistait à accueillir les propriétaires d'animaux malades, à prendre des rendez-vous, à organiser les dossiers et à maintenir le tout en état de marche avec une efficacité silencieuse. Le docteur Françoise, la vétérinaire, était une femme gentille et qui demandait toujours des nouvelles des enfants de Marianne et lui donnait occasionnellement des conseils sur la santé de Sophie. Il y avait entre elles une différence de classe que toutes deux reconnaissaient sans jamais la mentionner. La médecin traitait Marianne avec un respect sincère et Marianne lui rendait l'appareil avec un travail impeccable et une discrétion totale. Pendant le déjeuner, assise dans le petit réfectoire des employés, Marianne mangea le sandwich qu'elle avait préparé à la maison et pensa à ses enfants. Sophie s'adaptait bien à la nouvelle école, mais elle avait encore des crises d'asthme qui inquiétaient Marianne. Gabriel était plus calme, un garçon observateur qui aimait dessiner et poser des questions sur tout. Tous deux demandaient parfois des nouvelles de leur père, et Marianne répondait toujours qu'il était parti dans un endroit très lointain, mais qu'il les aimait beaucoup. La vérité était plus complexe et douloureuse. Didier était mort dans un accident de moto quand Gabriel n'avait qu'1 an. C'était un homme bon, travailleur, qui rêvait d'ouvrir son propre garage. Pendant les 3 années qu'ils avaient vécues ensemble, Marianne avait connu un bonheur simple et véritable. Il soutenait son désir de recommencer à danser un jour, même en connaissant les difficultés pratiques. Quand il est mort, il a emporté avec lui non seulement l'amour, mais aussi le dernier espoir que la vie pourrait être plus qu'une succession d'obligations. Le téléphone de la clinique sonna, interrompant ses souvenirs. C'était une cliente qui voulait reporter le rendez-vous de son chat. Marianne nota tout avec soin, en gardant le ton de voix professionnel et serviable qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Quand elle raccrocha, elle regarda l'horloge. Il restait 3 heures avant la fin de sa journée. L'après-midi, en organisant les dossiers des patients, Marianne pensa à la fête de samedi. Clémence lui avait expliqué tous les détails. Elle arriverait à 17 heures pour aider aux derniers préparatifs, travaillerait jusqu'après minuit et recevrait 300 € pour le service. C'était une somme considérable pour une nuit de travail, mais Marianne savait que ce ne serait pas facile. Les événements de la haute société exigeaient une perfection absolue et une invisibilité totale des employés. Rodolphe Meunier était connu en ville non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son arrogance. Fils d'une famille traditionnelle parisienne, il avait hérité d'un empire de construction et avait étendu ses activités au secteur financier. Clémence avait déjà travaillé à d'autres de ces événements et revenait toujours avec des histoires désagréables sur la façon dont il traitait les employés. Mais l'argent était bon et Marianne n'était pas en position d'être sélective. À 17 heures, elle quitta la clinique et prit le bus pour rentrer chez elle. Pendant le trajet, elle s'arrêta à la pharmacie pour acheter le médicament de Sophie et à la boulangerie pour prendre du pain et du lait. En arrivant à la maison, elle trouva les enfants en train de regarder des dessins animés sur la petite télévision du salon sous la garde de Madame Rose, la voisine retraitée qui s'occupait d'eux pendant quelques heures pour une somme symbolique. Sophie courut pour la serrer dans ses bras, racontant avec enthousiasme un dessin qu'elle avait fait à l'école. Gabriel s'approcha plus lentement, mais avec la même affection, lui tendant une fleur en papier qu'il avait découpée pendant l'après-midi. Dans ces moments-là, Marianne oubliait la fatigue et se souvenait de la raison pour laquelle elle se levait tôt chaque jour. Elle prépara le dîner en écoutant les récits de la journée des enfants.
Sophie avait appris une nouvelle chanson. Gabriel avait découvert qu'il savait écrire le mot « maison ». De petites victoires qui remplissaient le cœur de Marianne de fierté et de gratitude. Pendant le bain des enfants, elle aida Gabriel à se laver les cheveux, tandis que Sophie jouait avec des canards en plastique jaune. Une fois les deux endormis, Marianne s'accorda enfin un moment de silence. Elle s'assit sur la chaise de la cuisine, but une tisane à la camomille et pensa à la vie qu'elle aurait pu avoir. À 17 ans, elle était considérée comme un prodige du ballet classique. Elle avait reçu une bourse complète pour étudier à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Le voyage était prévu, les valises prêtes, quand sa mère subit un AVC qui la laissa partiellement paralysée. Marianne n'hésita pas à renoncer au voyage. Elle s'occupa de sa mère pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'elle décède paisiblement un après-midi d'automne. Pendant cette période, la danse fut rangée dans un tiroir poussiéreux de la mémoire, remplacée par des responsabilités plus urgentes. Puis vinrent le travail, la rencontre avec Didier, le bonheur, bref, la maternité, le veuvage précoce. Maintenant, à 30 ans, Marianne se demandait parfois comment serait sa vie si elle avait fait des choix différents. Mais elle chassait vite ses pensées. Il ne servait à rien de regretter ce qui ne pouvait être changé. Ce qui importait, c'était Sophie et Gabriel, et faire de son mieux avec les cartes que la vie lui avait distribuées. Elle se leva de la chaise, lava sa tasse et vérifia si elle avait repassé des vêtements propres pour les enfants pour le lendemain. Puis elle alla dans la chambre, se changea et s'allongea sur le lit qu'elle partageait avec Sophie. La fillette dormait paisiblement, respirant avec la régularité qui indiquait que son asthme était sous contrôle. Avant de s'endormir, Marianne pensa à samedi. Ce n'était qu'un travail de plus, une nuit qui passerait rapidement et lui rapporterait un peu d'argent supplémentaire. Elle n'imaginait pas que cette fête changerait sa vie pour toujours, ramenant non seulement la danse qu'elle avait abandonnée, mais aussi la femme forte et talentueuse qu'elle avait oublié être. Le sommeil vint lentement, bercé par le bruit lointain de la circulation parisienne et par les petits rêves qu'elle osait encore faire. Le samedi se leva avec cette chaleur typique de l'été parisien, moite et intense, même aux premières heures du matin. Marianne se réveilla à 7 heures, sachant qu'une journée différente l'attendait. Les enfants dormaient encore, profitant du seul jour de la semaine où ils pouvaient se réveiller plus tard. Elle prépara le petit déjeuner en silence, organisa les vêtements qu'elle laisserait pour Sophie et Gabriel quand ils se réveilleraient, et écrivit un mot avec des instructions pour Madame Rose, qui s'occuperait d'eux jusqu'à son retour de la fête. Après avoir pris sa douche et s'être habillée avec une tenue simple pour se rendre chez Madame Hélène, Marianne embrassa le front des enfants endormis et sortit. Le dimanche, chez l'ancienne ballerine était devenu sacré, un rituel qui nourrissait son âme d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer complètement. C'était comme recommencer à respirer après avoir passé toute la semaine à retenir son souffle. La maison de Madame Hélène se trouvait à Montmartre, mais dans une partie plus arborée et tranquille, où les vieilles maisons résistaient vaillamment à la spéculation immobilière. C'était une construction des années 50, avec un jardin devant et un portail en fer peint en vert. La dame y avait vécu toute sa vie, d'abord avec ses parents, puis seule, créant au fil des décennies un sanctuaire rempli de souvenirs et d'objets qui racontaient l'histoire du ballet français. Quand Marianne sonna, Madame Hélène ouvrit la porte avec le sourire qui illuminait tout son visage mince. Malgré ses 82 ans, elle conservait l'élégance innée de quelqu'un qui avait consacré toute sa vie à l'art. Elle portait une robe en coton bleu clair et des chaussons de danse usés, qu'elle mettait tous les jours par pure habitude et nostalgie. « Ma chère petite est arrivée », dit Hélène, enlaçant Marianne avec l'affection d'une grand-mère. « Aujourd'hui, tu as une énergie différente. Je peux le sentir. » Marianne sourit, ne sachant pas trop quoi répondre. Madame Hélène avait une sensibilité aiguë pour capter les humeurs et les émotions, fruit de décennies à observer les danseurs et leurs subtilités expressives. Elles entrèrent dans le salon, où le piano à queue occupait une place de choix, entouré de photographies en noir et blanc montrant Hélène à divers moments de sa carrière. Il y avait des images d'elle jeune, vêtue de tutus élaborés, posant aux côtés de danseurs célèbres des années 60 et 70. D'autres photos la montraient enseignant, avec des groupes d'élèves qui la regardaient avec admiration et respect. Une en particulier attirait toujours l'attention de Marianne.
Hélène a 25 ans au sommet de sa technique, sautant en l'air avec une légèreté qui défiait la gravité. « Raconte-moi ton travail de ce soir », dit Hélène, servant du thé à la menthe dans des tasses en porcelaine qui avaient appartenu à sa mère. « Je sais que quelque chose te rend nerveuse. » Marianne parla de la fête dans l'hôtel particulier de Rodolphe Meunier, omettant seulement son inquiétude concernant la réputation cruelle de l'homme d'affaires. Madame Hélène écouta tout avec attention, posant des questions sur les détails de l'événement et montrant l'intérêt sincère qu'elle portait toujours à tout ce qui concernait la vie de Marianne. « Tu sais, » dit Hélène après un moment de silence, « à 20 ans, je dansais dans des fêtes privées pour gagner un peu d'argent. C'était courant à l'époque, quand les théâtres payaient peu et que les ballerines devaient trouver d'autres sources de revenus. Je me souviens d'une fête en particulier, chez un industriel très riche et très grossier. » Marianne se pencha en avant, intéressée. Hélène racontait rarement des histoires personnelles, préférant se concentrer sur le présent et les entraînements du dimanche. Il m'avait engagé pour une performance solo pendant le dîner. Il voulait impressionner ses invités avec une attraction exotique, comme si j'étais un ornement coûteux. Pendant toute la préparation, il a fait des commentaires irrespectueux sur les ballerines, sur les femmes qui dépendèrent de leur corps pour gagner leur vie. J'ai même pensé à annuler. Pourquoi n'avez-vous pas annulé? Parce que j'avais besoin d'argent, tout comme tu en as besoin aujourd'hui, et parce que j'ai réalisé que c'était une occasion de montrer à des gens ignorants ce qu'est réellement la danse, l'art, la discipline, l'expression, de l'âme humaine. Quand j'ai commencé à danser dans cette salle remplie de gens pleins de préjugés, j'ai transformé l'atmosphère. À la fin, même l'homme grossier était ému. Hélène fit une pause pour prendre une gorgée de thé, ses yeux brillants au souvenir de cette nuit lointaine. L'art a ce pouvoir, Marianne. Il peut transformer n'importe quel environnement, toucher n'importe quel cœur, aussi endurci soit-il. Tu portes ce pouvoir en toi. Elles descendirent au sous-sol, où Hélène avait son studio improvisé. Les murs étaient recouverts de miroirs qui reflétaient des décennies de mouvement et de passion. La barre d'appui installée le long d'un des murs avait la hauteur parfaite et l'usure caractéristique d'un usage intensif. Le plancher en bois, bien qu'ancien, offrait encore l'élasticité idéale pour les mouvements. Marianne se changea, enfilant le juste au corps noir et les chaussons qu'elle apportait toujours pour ses rencontres. Lorsqu'elle se positionna à la barre, elle sentit la transformation familière qui se produisait chaque dimanche. Elle n'était plus la réceptionniste fatiguée ou la mère inquiète. Elle était une ballerine, connectée à quelque chose de plus grand que ses circonstances immédiates. Elles commencèrent par les exercices de base à la barre, pliés, tendus, dégagés. Des mouvements que Marianne avait appris à 5 ans et répétés des milliers de fois pendant son enfance et son adolescence. Sa technique restait étonnamment solide, même après tant d'années de pause. Le corps gardait la mémoire de chaque position, de chaque transition. « Je vais te raconter une histoire que je n'ai jamais racontée à personne », dit Hélène en observant Marianne exécuter une séquence de battements. « Sur la façon dont nous nous sommes rencontrés. » Marianne s'arrêta de danser, intriguée. Elle avait rencontré Hélène 6 mois plus tôt à l'hôpital public où Sophie était hospitalisée pour une grave crise d'asthme. La dame rendait visite à une amie hospitalisée au même étage et elles avaient brièvement discuté dans la salle d'attente. Hélène avait remarqué quelque chose dans la posture de Marianne et lui avait demandé si elle était ballerine. « Je ne rendais pas visite à une amie ce jour-là », révéla Hélène. « Je sortais d'une consultation médicale. J'ai découvert que mon cœur faiblit, qu'il me reste peut-être 1 an, peut-être 2. » Marianne sentit le monde s'arrêter. L'idée de perdre Hélène, qui était devenue une figure maternelle dans sa vie, était insupportable. « Ne sois pas triste, ma chère. J'ai beaucoup vécu, beaucoup aimé, beaucoup dansé. Mais quand je t'ai vue dans cet hôpital, j'ai su immédiatement que j'avais trouvé la personne que je cherchais, quelqu'un à qui je pourrais transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je garde dans cette maison. » Hélène s'approcha de Marianne et lui prit fermement les mains. « Tu as un talent extraordinaire, ma petite. J'ai vu des ballerines professionnelles toute ma vie, et je peux l'affirmer, tu es née pour ça. Peu importe le nombre d'années qui ont passé, peu importe le nombre de responsabilités que tu portes, l'art ne meurt pas chez ceux qui sont nés pour lui. » Marianne sentit ses yeux se remplir de larmes. Pendant tant d'années, elle s'était convaincue que cette partie de sa vie était définitivement terminée,
qu'il était stupide de rêver à quelque chose d'impossible quand elle avait des factures à payer et des enfants à élever. Ce soir, quand tu seras à cette fête, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu portes des décennies d'entraînement, des années de dévouement, un don que peu de gens possèdent. Si une occasion de le montrer se présente, n'hésite pas. Quel genre d'occasion pourrait se présenter dans une fête où je vais travailler comme femme de ménage? Hélène sourit de manière mystérieuse. La vie a des manières surprenantes d'ouvrir des portes quand on s'y attend le moins. Promets-moi que tu seras ouverte à ces possibilités. Elles s'entraînèrent pendant encore 2 heures, travaillant spécifiquement une valse qu'Hélène avait dansée dans sa jeunesse. C'était une chorégraphie complexe, qui exigeait une technique raffinée et une expressivité mature. Marianne l'exécuta avec une perfection qui surprit même Hélène. « Cette valse a été la première que j'ai dansée professionnellement », expliqua la professeure. « J'avais 19 ans et j'étais terrifiée. Mais quand la musique a commencé, quelque chose de magique s'est produit. J'ai cessé d'être Hélène, la jeune fille peu sûre d'elle, et je suis devenue la musique, l'histoire que la danse racontait. » Pendant le déjeuner, Hélène montra à Marianne un vieux coffre gardé dans le dressing de sa chambre. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de pointes, certaines presque neuves, d'autres usées par une utilisation intensive. Des tutus de différentes époques, certains simples pour les répétitions, d'autres élaborés pour des spectacles importants. Des programmes de théâtre jaunis par le temps, des critiques de journaux, des lettres d'admirateurs. « Tout cela sera à toi quand je partirai, » dit Hélène avec naturel. « Mais surtout, je veux que tu gardes ceci. » Elle sortit du fond du coffre une petite boîte en velours bleu marine. À l'intérieur se trouvait une paire de boucles d'oreilles délicates avec de petits diamants formant le dessin d'une ballerine en arabesque. Elles appartenaient à ma professeure qui les avait reçues de sa professeure avant elle. Elles représentent la lignée du ballet, la connexion entre des générations de femmes qui ont consacré leur vie à cet art. Marianne resta sans voix. Le geste était si affectueux, si plein de sens, qu'elle ne put retenir son émotion. « Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux. Tu peux et tu dois. Porte-les ce soir. Laisse-les te rappeler qui tu es vraiment. » Le reste de l'après-midi passa rapidement entre des conversations sur la technique, des histoires de grandes ballerines et des plans pour les prochains dimanches. Hélène enseigna à Marianne des exercices qu'elle pourrait faire à la maison pour maintenir sa souplesse et sa force, même sans beaucoup d'espace ou d'équipement. Quand vint l'heure de partir, Hélène accompagna Marianne jusqu'au portail et la serra longuement dans ses bras. « Aie confiance en toi, ma petite, et souviens-toi, la vraie ballerine n'est pas celle qui ne tombe jamais, mais celle qui se relève toujours. » De retour à l'appartement, Marianne trouva les enfants en train de jouer avec Madame Rose. Sophie avait passé la journée sans aucune crise d'asthme, et Gabriel était fier d'avoir réussi à écrire son propre nom sans aide. Ils dînèrent ensemble, regardèrent un dessin animé, et Marianne les mit au lit avec des histoires inventées de princesses courageuses et de princes gentils. À 21h, elle commença à se préparer pour le travail à la fête. Elle choisit un pantalon noir simple, un chemisier blanc et des chaussures fermées confortables pour les heures debout qui l'attendaient. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas et discret, et enfin, elle mit les boucles d'oreilles qu'Hélène lui avait données. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit un instant, non pas la femme de ménage qui allait travailler dans une fête de riches, mais la ballerine qu'elle avait été et que, peut-être, elle pourrait redevenir. Les boucles d'oreilles brillaient doucement, comme si elles approuvaient la transformation. Elle prit son sac, vérifia qu'elle avait son portefeuille et sa carte d'identité, et sortit pour prendre le bus qui l'amènerait à l'hôtel particulier du 16e arrondissement. Pendant le trajet, elle pensa aux paroles d'Hélène sur le fait d'être ouverte aux opportunités. Elle ne savait pas quel genre d'opportunité pourrait se présenter dans une fête où elle serait pratiquement invisible, mais quelque chose dans sa poitrine battait avec une anxiété différente. Quand le bus s'arrêta devant les imposants portails de l'hôtel particulier de Rodolphe Meunier, Marianne prit une profonde inspiration et se prépara pour une autre nuit de travail. Elle n'imaginait pas que lorsqu'elle en sortirait, quelques heures plus tard, sa vie aurait changé pour toujours. L'hôtel particulier de Rodolphe Meunier occupait un pâté de maisons entier à Neuilly-sur-Seine, caché par de hauts murs et des jardins qui semblaient sortis d'un magazine de décoration.
Quand Marianne descendit du bus au coin de la rue, elle dut encore marcher 2 rues pour trouver l'entrée de service où Clémence l'attendait avec d'autres employés engagés pour la soirée. « Marianne, heureusement que tu es arrivée », dit Clémence, une femme de 50 ans avec une vaste expérience des événements de la haute société. « Cette fête va être énorme, plus de 200 invités. Le patron est particulièrement exigeant aujourd'hui, alors on va tout garder parfait et invisible. » Elles entrèrent par la cuisine de service, un espace aussi grand que l'appartement entier de Marianne. Une équipe de 15 personnes travaillait déjà intensément à la préparation du dîner, coordonnée par un chef français qui criait des instructions en 3 langues différentes. Le menu comprenait des plats sophistiqués avec des noms que Marianne pouvait à peine prononcer, accompagnés de vin, qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Clémence distribua les tâches à tous les employés supplémentaires. Marianne serait responsable du nettoyage et de l'organisation du salon principal, s'assurant que tout reste impeccable pendant tout l'événement. Elle reçut un uniforme discret, jupe noire jusqu'aux genoux, chemisier blanc à manches longues et un petit tablier qui ressemblait plus à un accessoire décoratif. Lorsqu'elles entrèrent dans le salon principal, Marianne eut le souffle coupé un instant. L'endroit était éblouissant, avec une hauteur sous plafond vertigineuse, des lustres en cristal qui projetaient des lumières dorées dans tout l'espace et une décoration qui mélangeait élégance classique et touche contemporaine. Les murs étaient couverts de peintures qui valaient clairement des fortunes, et le sol en marbre italien reflétait tout avec une perfection spéculaire. Au fond du salon, un espace avait été préparé pour l'orchestre de chambre engagé pour la soirée. 12 musiciens accordèrent leurs instruments sous la direction d'un maestro que Marianne reconnut des pages culturelles des journaux. C'était un événement qui combinait philanthropie et ostentation, où l'élite parisienne se réunissait autant pour se montrer que pour contribuer à la cause caritative. La Fondation Espoir Vivant collecte des fonds pour la construction de crèches dans des quartiers défavorisés, expliqua Clémence pendant qu'elles aidaient à organiser les dernières pièces de la décoration. Pure ironie, considérant comment le patron traite ceux qui ont vraiment besoin de travailler pour survivre. Pendant les 2 heures suivantes, Marianne travailla avec l'efficacité silencieuse qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Elle vérifiait que les verres étaient parfaitement propres, organisait les serviettes, enlevait toute trace de poussière qui pourrait compromettre la perfection visuelle exigée. Le travail était physique, mais elle trouvait une étrange satisfaction à tout faire avec une précision absolue. Les premiers invités arrivèrent à 20 heures. Marianne observa discrètement, tout en nettoyant une vitrine près de l'entrée. C'étaient des gens qu'elle ne voyait que dans les magazines mondains, de puissants hommes d'affaires accompagnés d'épouses couvertes de bijoux, des politiciens influents, des artistes célèbres, des intellectuels renommés. Tous portaient des vêtements qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnait en 1 an. Rodolphe Meunier circulait parmi les invités comme un roi sur son territoire. À 55 ans, il conservait l'apparence soignée de quelqu'un qui investit massivement dans des coachs personnels et des traitements esthétiques. Il portait un costume impeccable et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Marianne avait lu des articles sur lui dans les journaux. Héritier d'une fortune familiale, il avait multiplié le patrimoine par des affaires pas toujours transparentes et était connu autant pour sa générosité publique que pour sa cruauté privée. À 21h30, l'orchestre commença à jouer de la musique d'ambiance pendant que les invités profitaient du cocktail d'ouverture. Marianne circulait dans le salon comme une ombre, ramassant les verres vides, nettoyant les surfaces, s'assurant que tout restait parfait. Les invités l'ignoraient complètement, comme si elle faisait partie du décor. Ce fut lorsque l'orchestre entama une valse de Chopin que Marianne sentit le monde s'arrêter autour d'elle. C'était exactement la même musique qu'elle avait répétée avec Hélène pendant tant de dimanches, la valse que sa professeure avait dansée à 19 ans. La mélodie la frappa comme une vague de souvenirs et d'émotions gardées si longtemps. Sans s'en rendre compte consciemment, Marianne commença à bouger au rythme de la musique. Juste des pas subtils au début, tout en continuant à organiser les tables du buffet. Mais la musique l'appelait avec une force irrésistible, réveillant des muscles et des instincts qui sommeillaient depuis des années. Le salon était momentanément vide d'invités qui s'étaient dirigés vers le jardin pour le discours officiel sur la fondation caritative. Marianne se retrouva seule dans cet espace magnifique, avec la valse résonnant contre les murs de marbre et de cristal. Elle ferma les yeux un instant,
respira profondément et laissa son corps s'abandonner à la musique. Elle commença lentement, avec des mouvements fluides des bras qui accompagnaient la mélodie principale. Puis vinrent les pas, d'abord simples, puis plus élaborés à mesure que la musique gagnait en intensité. En quelques secondes, elle n'était plus la femme de ménage Marianne travaillant dans une fête de riches. Elle était la ballerine qui avait obtenu une bourse pour étudier à Paris, l'artiste qui faisait pleurer le public d'émotion, la femme qui était née pour danser. La valse atteignit son apogée émotionnel et Marianne s'y livra complètement. Elle sauta avec une légèreté qui défiait la gravité, tourna avec une précision technique parfaite, se déplaça dans le salon comme si c'était sa maison, sa scène, son destin. Chaque mouvement racontait une histoire. La petite fille qui rêvait de voler, la jeune femme qui avait tout sacrifié pour sa famille, la mère qui luttait chaque jour pour survivre, la femme qui n'avait jamais cessé d'être une ballerine au fond de son âme. C'est alors qu'elle était au sommet d'un grand jeté, suspendue dans les airs avec les bras étendus en parfaite 5e position, qu'elle entendit le son d'applaudissements lents et sarcastiques venant de l'entrée du salon. Marianne atterrit doucement et se retourna, sentant son sang se glacer dans ses veines. Rodolphe Meunier se tenait à la porte, accompagné d'une vingtaine d'invités qui étaient revenus avant les autres. Tous l'observaient avec des expressions variant entre la surprise, l'amusement et le mépris. « Quel spectacle intéressant !» dit Rodolphe avec un sourire cruel. « Je ne savais pas que j'avais engagé un divertissement avec le service de nettoyage. » Des rires malicieux résonnèrent dans le groupe. Marianne sentit son visage brûler de honte, mais elle garda la posture droite que la danse lui avait enseignée. Les boucles d'oreilles d'Hélène touchaient légèrement son cou, lui rappelant qui elle était vraiment. « Je suis désolé, monsieur Meunier, » commença Marianne d'une voix ferme, malgré l'humiliation. « J'étais juste en train d'organiser les tables et vous avez décidé de nous gratifier de votre interprétation personnelle de Chopin, » l'interrompit-il, s'approchant à pas calculés. « Dites-moi, notre ballerine improvisée, où avez-vous appris ces petits pas? Dans un cours de danse de banlieue. » Plus de rire, cette fois de tout le groupe qui s'était formé autour de la scène. Marianne réalisa que d'autres invités commençaient à revenir du jardin attirés par l'agitation. En quelques minutes, elle aurait un public de plus de 100 personnes assistant à son humiliation. « J'ai une idée, » continua Rodolphe, s'amusant clairement de la situation. « Puisque notre employé semble avoir des talents artistiques cachés, que diriez-vous d'une performance officielle? Si elle réussit à impressionner mes invités avec cette danse, elle reçoit 1 000 € de bonus. La somme représentait presque 4 fois ce qu'elle gagnerait pour toute la nuit de travail. Elle pourrait payer 2 mois de loyer, acheter les médicaments de Sophie pour un semestre, offrir aux enfants quelques petites joies que le budget ne permettait jamais. Mais, ajouta-t-il avec une malice évidente, si la performance est aussi embarrassante que nous l'espérons, elle ne reçoit rien pour son travail d'aujourd'hui et est interdite de travailler dans tout événement de notre classe sociale. J'ai assez d'influence pour garantir cela. Le salon devint absolument silencieux. Plus de 150 personnes entouraient maintenant la scène, certaines filmant avec leur téléphone, d'autres chuchotant des commentaires malveillants. Marianne se sentit comme dans un tribunal, jugée pour son audace à rêver au-delà de sa place sociale. Elle regarda autour d'elle et vit des visages exprimant de la curiosité morbide au mépris pur. C'étaient des gens qui n'avaient jamais eu à choisir entre la dignité et la survie, qui ne connaissaient pas le poids de se réveiller chaque jour, en sachant que chaque décision pouvait faire la différence entre avoir ou ne pas avoir à manger sur la table. Mais au milieu de cette foule hostile, Marianne identifia un visage familier. Le maestro de l'orchestre l'observait avec une expression complètement différente des autres. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux, et quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence. Il avait perçu dans la brève danse dont il avait été témoin ce que les autres étaient incapables de voir, un talent authentique. « J'accepte le défi, » dit Marianne d'une voix claire et ferme, « mais j'ai une condition. » Rodolphe haussa les sourcils, surpris par l'audace de la réponse. « Une condition? Vous n'êtes pas en position de poser des exigences. Si j'impressionne vos invités, comme vous l'avez suggéré, en plus de l'argent, je veux que vous nettoyiez personnellement le sol où j'aurai dansé, devant tout le monde. » Un silence encore plus profond envahit la pièce. La proposition était audacieuse, même pour les standards d'humiliation que Rodolphe avait l'habitude d'appliquer à ses employés.
Il regarda autour de lui, réalisant que des dizaines de personnes enregistraient la conversation et que reculer à ce moment-là serait une démonstration publique de faiblesse. « Très bien, » dit-il avec un sourire qui ne dissimulait pas sa colère, « mais préparez-vous aux conséquences lorsque vous échouerez. » Il se dirigea vers le maestro et lui dit quelque chose que Marianne ne put entendre. Le musicien hésita un instant, puis secoua la tête négativement et répondit quelque chose qui rendit Rodolphe visiblement irrité. La conversation se poursuivit quelques secondes jusqu'à ce que le maestro se tourne vers l'orchestre avec une expression déterminée. « Jouez la valse en la mineure de Chopin », dit-il au musicien, « au tempo original avec toute l'expressivité que la pièce mérite. » Rodolphe se tourna vers Marianne avec une malice renouvelée. « Il semble que notre maestro ait décidé de vous faciliter les choses. Quel dommage, j'avais demandé quelque chose de plus stimulant. » Marianne se dirigea vers le centre du salon, sentant chaque regard comme un poids physique sur ses épaules. Les lumières des lustres créaient un cercle presque théâtral autour d'elle, et elle réalisa que c'était le moment pour lequel toute sa vie l'avait préparée. Peu importait le résultat, peu importèrent les conséquences. Elle allait danser. Elle ferma les yeux, respira profondément et laissa la musique envahir son âme. Quand la valse commença, elle resta immobile pendant 8 mesures complètes, non par nervosité mais par pure technique. Hélène lui avait appris que l'entrée d'une ballerine dans la musique était aussi importante que n'importe quel mouvement suivant. Et puis, elle dansa. Elle dansa comme si toute sa vie dépendait de ces 3 minutes et 40 secondes. Elle dansa pour Sophie, pour Gabriel, pour Madame Hélène, pour sa mère décédée, pour Didier décédé, pour la jeune fille de 17 ans qui avait renoncé à ses rêves par amour. Elle dansa pour toutes les femmes qui travaillent en silence, qui luttent sans reconnaissance, qui portent le monde sur leurs épaules tout en souriant pour ne pas inquiéter leurs enfants. Chaque mouvement était techniquement parfait, mais chargé d'une émotion qui transcendait la technique. Ses bras racontaient des histoires de douleur et d'espoir. Ses pirouettes transmettaient une force née de la nécessité de résister. Ses sauts étaient des métaphores de tous les rêves qu'elle refusait d'abandonner complètement. Le salon devint absolument silencieux. Personne ne filmait plus. Personne ne chuchotait de commentaires. Même les plus cyniques reconnurent qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs personnes avaient les larmes aux yeux, touchées par une beauté qui allait bien au-delà de l'apparence physique. Quand la musique se termina, Marianne resta dans la position finale pendant quelques secondes, respirant profondément, toujours connectée à l'énergie qu'elle venait de libérer. Puis, lentement, elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Le silence ne dura que quelques instants de plus avant d'exploser en l'applaudissement le plus intense que ces murs aient jamais connu. Les gens applaudissaient avec une émotion sincère qui les surprenait eux-mêmes. Des cris de « bravo » résonnaient dans la pièce, et Marianne vit que beaucoup de gens pleuraient ouvertement. Au milieu de la foule qui applaudissait debout, Rodolphe Meunier restait immobile, le visage rouge de colère et d'humiliation. Il avait complètement sous-estimé la femme qu'il pensait pouvoir humilier pour son propre divertissement, et maintenant il devait faire face aux conséquences de son pari public. L'applaudissement sembla durer une éternité. Marianne resta au centre du salon, encore en train de digérer ce qui venait de se passer, tandis que des centaines de personnes applaudissaient avec une intensité qui faisait vibrer doucement les lustres en cristal. Des larmes coulaient sur de nombreux visages, et elle réalisa qu'elle avait touché quelque chose de profond en chaque personne présente. Parmi les applaudissements, une femme se détacha de la foule et se dirigea vers elle. Valérie Dubois, directrice artistique du Ballet de l'Opéra de Paris, était une figure légendaire dans le monde de la danse française. À 62 ans, elle avait consacré 4 décennies à l'art, d'abord comme danseuse étoile, puis comme l'une des directrices les plus respectées du pays. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en un chignon élégant, et ses yeux bleus brillaient de l'émotion de ce qu'elle venait de voir. « Mon Dieu !» murmura Valérie, s'approchant de Marianne avec révérence. « J'ai assisté à votre performance quand vous aviez 17 ans, au Festival d'hiver d'Annecy. Vous étiez Marianne Lefebvre, le prodige qui a gagné la bourse pour l'opéra. » Marianne sentit le monde s'arrêter à nouveau, mais cette fois pour une raison complètement différente. Quelqu'un s'était souvenu. Quelqu'un avait reconnu non seulement le talent qu'elle venait de démontrer,
mais le parcours qu'elle avait construit des années auparavant. « Je pensais que vous aviez disparu du monde de la danse », continua Valérie, la voix chargée d'émotion. « Nous vous avons cherché pendant des années. Quand vous n'êtes pas venu étudier à Paris, nous avons essayé de découvrir ce qui s'était passé, mais c'était comme si vous aviez disparu. »« Ma mère est tombée malade », répondit simplement Marianne, sans élaborer sur tous les sacrifices qui avaient suivi. « J'ai dû m'occuper d'elle. » Valérie hocha la tête avec une profonde compréhension. En tant que femme et artiste, elle connaissait bien le poids des responsabilités familiales qui interrompaient si souvent des carrières prometteuses. Mais ce qu'elle venait de voir prouvait que certains talents ne meurent tout simplement pas, même lorsqu'ils sont temporairement réduits au silence. « Nous devons parler, » dit Valérie, sortant une carte de visite de son sac à main. « Dès demain. Je veux vous offrir quelque chose qui pourrait changer votre vie. » De l'autre côté du salon, Rodolphe Meunier observait la scène avec un mélange de fureur et de désespoir. Des dizaines de personnes filmaient son interaction avec Valérie, et il savait qu'il n'y avait aucune échappatoire à l'accomplissement public du pari qu'il avait fait. Il s'approcha d'eux à pas lourds, clairement à contre-cœur. « Très bien, » dit-il d'une voix contrôlée, mais tremblante de rage contenue. « Un pari est un pari. » Il s'adressa à l'un des serveurs et demanda un chiffon et une bassine d'eau. La foule s'organisa en cercle, créant un théâtre improvisé autour de la zone où Marianne avait dansé. Les téléphones furent à nouveau levés, enregistrant chaque seconde de ce qui allait se passer. Rodolphe s'agenouilla sur le sol en marbre et commença à nettoyer l'espace où Marianne s'était produite. Le silence était presque sépulcral, rompu seulement par le bruit de l'eau sur le chiffon et le murmure occasionnel de quelqu'un dans le public. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à humilier les autres, l'inversion des rôles était dévastatrice. Marianne observa la scène avec des sentiments contradictoires. Une partie d'elle ressentait une satisfaction naturelle pour la justice poétique du moment, mais une autre partie, façonnée par les valeurs qu'elle avait essayé de transmettre à ses enfants, avait pitié de cet homme qui s'était révélé si petit face à la véritable grandeur. Quand Rodolphe termina le nettoyage et se releva clairement humilié, Marianne fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle s'approcha de lui et lui tendit la main. « Merci », dit-elle simplement. « Sans ce défi, je n'aurais peut-être jamais retrouvé qui je suis vraiment. » Le geste prit Rodolphe complètement au dépourvu. Il s'attendait au triomphe, à la moquerie, à tout sauf à une gratitude sincère. Pendant un instant, quelque chose de semblable au remords passa dans ses yeux avant qu'il ne se ressaisisse et quitte le salon sans un mot. Le reste de la soirée se passa comme un flou d'émotions intenses. Des dizaines de personnes s'approchèrent de Marianne pour la féliciter, beaucoup partageant à quel point sa danse les avait profondément émus. Les journalistes présents à la fête insistèrent pour lui parler, et les photographes documentèrent chaque instant. Clémence, qui avait tout regardé de loin avec des larmes aux yeux, aida Marianne à s'organiser lorsque la fête se termina enfin, bien après 2 heures du matin. Les deux femmes sortirent ensemble par l'entrée de service, mais maintenant, Marianne emportait non seulement l'argent promis par Rodolphe, mais aussi une pochette avec les cartes de visite d'au moins 20 personnes influentes qui voulaient rester en contact. « Ma petite, » dit Clémence pendant le trajet de retour, « en 30 ans de travail dans les fêtes de ces riches, je n'ai jamais rien vu de tel que ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as changé l'énergie de cet endroit. Tu as touché le cœur de gens que je croyais sans cœur. » Marianne arriva chez elle à 3 heures du matin, physiquement épuisée mais émotionnellement électrisée. Elle vérifia que les enfants allaient bien, remercia Madame Rose d'être restée si tard et s'autorisa enfin à digérer tout ce qui s'était passé. Elle s'assit sur la chaise de la cuisine avec une tasse de thé et relut la carte de Valérie Dubois, ayant encore du mal à croire que c'était réel. Elle ne dormit que 3 heures avant que Sophie et Gabriel ne se réveillent, mais elle était étrangement reposée. Les enfants remarquèrent immédiatement qu'il y avait quelque chose de différent chez leur mère, une énergie renouvelée qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. « Maman, tu es différente », observa Sophie avec la perception aiguë des enfants. « Tu as l'air plus brillante. » Gabriel, plus direct, se jeta simplement dans ses bras et déclara « J'aime quand tu es comme ça, maman. » Pendant le petit déjeuner, Marianne raconta une version simplifiée de la nuit précédente. Elle expliqua qu'elle avait dansé à une fête, que les gens avaient beaucoup aimé,
et que des opportunités intéressantes pourraient en découler. Les enfants furent enthousiasmés par l'idée de leur mère qui danse, et Gabrielle lui demanda de lui apprendre quelques pas. C'est alors qu'elle montrait à Gabrielle une séquence simple de pliés que le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, et Marianne hésita avant de répondre. « Allô ? Marianne Lefebvre, ici Paul-Henri du journal Le Monde. J'aimerais vous parler de votre performance d'hier soir. » Dans les minutes qui suivirent, le téléphone n'arrêta pas de sonner. Des journalistes, des producteurs de télévision, des représentants de compagnies de danse, et même quelques marques intéressées par d'éventuels partenariats. Marianne se sentit complètement perdue face à cet intérêt soudain. L'explication vint lorsque Clémence appela à midi extrêmement excitée. « Marianne, tu es devenue un phénomène sur Internet. La vidéo de ta danse a déjà plus d'1 million de vues sur Instagram et est partagée sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde parle de toi. » Marianne demanda l'aide d'un voisin adolescent pour accéder aux réseaux sociaux sur un téléphone emprunté. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Des dizaines de vidéos de sa performance, filmées sous différents angles, circulaient avec des légendes en français, en anglais et en espagnol. Les commentaires étaient majoritairement émus et positifs, avec des gens partageant leurs propres histoires de rêves abandonnés et de luttes quotidiennes. « Une ballerine invisible émeut l'élite parisienne », disait un titre. « Une mère célibataire retrouve son rêve par la danse et humilie un homme d'affaires arrogant », disait un autre. « La performance qui a fait pleurer une ville », complétait un troisième. Mais c'est un commentaire spécifique qui l'émut le plus. Une jeune fille de 16 ans avait écrit « Merci de me rappeler que nos rêves ne meurent pas. Ils attendent juste le bon moment pour renaître. Je vais recommencer. » À danser grâce à vous. Au milieu de toute cette folie, Marianne n'oublia pas son engagement le plus important de la journée. À 14 heures, elle laissa les enfants avec Madame Rose et se rendit chez Hélène pour leur rencontre dominicale. Elle voulait lui raconter personnellement tout ce qui s'était passé. Hélène ouvrit la porte avec son sourire habituel, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une satisfaction profonde, comme si elle savait exactement ce qu'elle allait entendre. « Alors, ma chère, dit-elle en conduisant Marianne au salon, comment s'est passée ta soirée ? » « De travail ?» Marianne raconta tout, du moment où elle avait entendu la valse jusqu'au nettoyage humiliant de Rodolphe, en passant par la rencontre avec Valérie et la répercussion sur les réseaux sociaux. Hélène écoutait chaque mot avec une attention totale, hochant parfois la tête en signe d'approbation ou souriant avec une fierté maternelle. « Je le savais, » dit Hélène quand Marianne termina son récit. « Dès l'instant où je t'ai vue à l'hôpital, je savais que tu étais destinée à quelque chose de grand. L'art trouve toujours son chemin pour revenir à ceux qui sont nés pour lui. » Elles descendirent au sous-sol. Mais cette fois, ce n'était pas pour s'entraîner. Hélène voulait montrer quelque chose de spécial à Marianne. Elle ouvrit une vieille armoire et en sortit une boîte poussiéreuse qui semblait n'avoir pas été ouverte depuis des décennies. « Ce sont des lettres, » expliqua Hélène, « de ballerines qui ont changé l'histoire de la danse française, des femmes qui ont affronté les préjugés, les difficultés financières, les responsabilités familiales, mais qui n'ont jamais abandonné l'art qu'elles portaient en elles. » Elle montra à Marianne des lettres de ballerines célèbres et d'autres complètement inconnues, toutes racontant des histoires de persévérance et de passion. Une lettre en particulier attira l'attention de Marianne. Elle provenait d'une ballerine des années 60 qui avait arrêté de danser pour élever seule 5 enfants et était revenue sur scène à 40 ans. « Tu n'es pas seule dans ce voyage, » dit Hélène. « Tu fais partie d'une lignée de femmes guerrières qui ont transformé la douleur en art, la difficulté en force, le silence en expression. » Quand Marianne rentra chez elle en fin d'après-midi, elle trouva Valérie Dubois qui l'attendait à la porte de son immeuble. La directrice artistique avait décidé de ne pas attendre son appel et était venue personnellement lui faire sa proposition. « Je n'ai pas pu arrêter de penser à votre performance, » dit Valérie. « Je veux vous offrir un poste de danseuse étoile dans notre nouvelle production. Le salaire est 5 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement. Il y a une crèche pour les enfants et vous auriez toute la structure nécessaire pour reprendre votre carrière. » Marianne regarda Sophie et Gabrielle, qui jouaient sur le trottoir sous la surveillance de Madame Rose, puis Valérie. La proposition était tout ce dont elle avait rêvé, mais semblait trop belle pour être vraie. « Puis-je avoir quelques jours pour réfléchir ?»« Bien sûr,
répondit Valérie avec un sourire compréhensif. « Mais ne tardez pas trop, le monde de la danse est petit et une fenêtre d'opportunité comme celle-ci ne reste pas ouverte éternellement. » Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, Marianne s'assit à la petite fenêtre de l'appartement et regarda les lumières de la ville. En 24 heures, sa vie avait complètement changé. Les opportunités qui se présentaient étaient réelles, mais aussi effrayantes. Elle pensa à Hélène, à ses paroles sur le fait d'être ouverte aux possibilités. Elle pensa à Sophie et Gabriel, qui méritèrent de voir leur mère réaliser ses rêves. Elle pensa à la jeune fille de 17 ans qui avait tout sacrifié pour sa famille, et se demanda s'il n'était pas temps d'équilibrer enfin l'amour de soi avec l'amour des autres. De l'autre côté de la ville, Rodolphe Meunier n'arrivait pas à dormir. La vidéo de son humiliation circulait sur Internet, et il faisait face à des critiques féroces de toutes parts. Mais quelque chose avait changé en lui cette nuit-là. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait été forcé de confronter l'impact de ses actions sur les autres. Dans le silence de son bureau, il prit une décision qui surprendrait tout le monde, y compris lui-même. Il prit le téléphone et appela le directeur de la Fondation Espoir Vivant. « Je veux faire un don anonyme, dit-il, pour la création d'un programme social destiné aux artistes en difficulté financière. Je veux qu'il soit spécifiquement destiné aux mères célibataires qui ont besoin de soutien pour développer leurs talents artistiques. » Ce n'était que le début d'une transformation personnelle qui prendrait des mois à s'accomplir, mais le premier pas avait été fait. L'art avait touché même le cœur le plus endurci. Marianne s'endormit avec la carte de Valérie sur sa table de chevet et les boucles d'oreilles d'Hélène encore aux oreilles. Ses rêves furent remplis de musique, de mouvements et de possibilités infinies. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait lumineux et plein d'espoir. 6 mois après cette nuit qui a tout changé, Marianne se trouvait dans les coulisses de l'Opéra Garnier, se préparant pour la première du spectacle Renaître, créé spécialement pour elle par la compagnie nationale. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle nouait les rubans de ses pointes, non pas de nervosité, mais d'une émotion profonde qui la surprenait encore chaque fois qu'elle montait sur une scène professionnelle. La décision d'accepter la proposition de Valérie avait été prise 3 jours après cette conversation à la porte de son appartement. Ce furent 3 jours de réflexion intense, de longues conversations avec Hélène et surtout un dialogue sincère avec Sophie et Gabriel sur la façon dont leurs vies allaient changer. Les enfants, avec la sagesse simple des petits, furent catégoriques. Ils voulaient voir leur mère heureuse, et si la danse la rendait heureuse, alors elle devait danser. Les premiers mois ne furent pas faciles. Revenir au rythme des entraînements professionnels après tant d'années exigea une discipline physique et mentale qui testa toutes les limites de Marianne. Son corps dut réapprendre des mouvements qui étaient restés en sommeil. Son esprit dut se réadapter à la pression et aux exigences de la vie artistique professionnelle. Mais le talent était là, intact et mûr. Valérie réalisa rapidement qu'elle n'avait pas seulement fait un bon choix, mais un choix extraordinaire. Marianne apportait à la danse une profondeur émotionnelle issue de son expérience de vie, une compréhension de la douleur et de la joie qui transformait chaque mouvement en pure littérature. Le petit appartement de Montmartre avait été échangé contre une maison plus grande dans le 16e arrondissement, près de l'Opéra et de l'école des enfants. Sophie et Gabriel s'adaptèrent magnifiquement à leur nouvelle vie. La fillette découvrit qu'elle aimait le dessin et suivait des cours d'art 2 fois par semaine. Gabriel développa une fascination pour la musique et apprenait le piano dans une école près de la maison. Tous deux grandissaient avec la certitude que les rêves étaient des choses réelles et réalisables. Hélène avait emménagé dans une chambre au fond de la nouvelle maison, devenant officiellement la grand-mère que les enfants n'avaient jamais eue. Sa santé restait stable et elle avait trouvé un nouveau but en aidant Marianne avec les préparatifs de la première et en enseignant les premiers pas de danse à Sophie, qui montrait un intérêt et une aptitude naturelle. « Respire profondément, ma chère », dit Hélène, ajustant le tutu spécialement créé pour cette soirée. C'était une pièce éblouissante, dans des tons de bleu qui rappelaient la Renaissance, avec des broderies dorées qui captaient la lumière de la scène de manière magique. Aujourd'hui, tu ne danses pas seulement pour le public qui est là-bas. Tu danses pour toutes les femmes qui ont sacrifié leurs rêves, pour toutes les mères qui luttent en silence, pour toutes les ballerines qui n'ont jamais eu leur chance.
L'Opéra Garnier était comble. Les critiques de danse de tout le pays étaient venus assister à la première, déjà considérée comme l'un des événements culturels les plus importants de l'année. Des journalistes internationaux étaient présents, attirés par l'histoire de la ballerine devenue virale dans le monde entier. Mais pour Marianne, ce qui importait, c'étaient les 2 fauteuils du premier rang où Sophie et Gabriel attendaient, vêtus de leurs plus beaux habits et avec des sourires qui illuminaient tout le théâtre. Valérie s'approcha de Marianne dans les dernières minutes avant la représentation. Au cours des derniers mois, elle était devenue plus qu'une directrice artistique. Elle était une amie, un mentor et une source de soutien constant. « Tu es prête ?» dit Valérie, touchant doucement l'épaule de Marianne. « Mais plus important encore, tu es née prête. Ce qui s'est passé ces dernières années n'a fait qu'ajouter des couches de profondeur à ce que tu as toujours été. » Le spectacle Renaître racontait à travers la danse l'histoire d'un phénix qui devait passer par le feu pour redécouvrir ses propres ailes. C'était une métaphore trop évidente pour être subtile, mais aussi trop puissante pour être ignorée. Marianne avait participé activement à la création chorégraphique, apportant sa propre expérience à chaque mouvement. Quand les rideaux s'ouvrirent et que la musique commença, Marianne sentit une paix profonde envahir son être. Elle était exactement là où elle devait être, faisant exactement ce pourquoi elle était née. Les premiers mouvements furent lents, représentant le poids des responsabilités et des difficultés. Progressivement, la chorégraphie évoluait pour représenter la découverte, l'éveil et enfin la libération. Le public regardait en silence respectueux. Il y avait une différence palpable entre cette performance et tout autre qu'ils avaient pu voir. Ce n'était pas seulement une technique exemplaire ou une expressivité naturelle. C'était le sentiment d'assister à une âme communiquant directement par le mouvement, sans filtre, sans masque, avec une honnêteté brutale et magnifique. Sophie et Gabriel regardaient, bouche bée. Leur mère se transformait en quelque chose de presque magique sous leurs yeux. Pour eux, la femme sur scène était à la fois la mère qu'ils connaissaient et quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un qui avait toujours existé, mais qui ne pouvait se montrer pleinement que maintenant. Hélène, regardant depuis une loge latérale, pleurait librement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une joie profonde et d'une satisfaction venant de la certitude d'avoir accompli sa mission. Elle avait trouvé sa successeur, avait transmis tout ce qu'elle savait, avait assuré que la lignée de la danse française continuerait avec une force renouvelée. Le point culminant du spectacle arriva avec une séquence de sauts qui semblait défier toutes les lois de la physique. Marianne sautait non seulement avec son corps, mais avec toute son histoire, toute sa douleur transformée en force, toute sa résistance transformée en art. Lorsqu'elle atterrit sur le dernier grand jeté, le théâtre explosa en une ovation qui dura 15 minutes ininterrompue. Les gens se levèrent, applaudirent, pleurèrent, crièrent « Bravo !» avec une intensité qui fit vibrer les murs historiques du théâtre. Des critiques expérimentés, qui avaient vu des milliers de représentations au cours de leur vie, admettraient plus tard qu'ils n'avaient jamais rien vu d'aussi authentiquement touchant. Quand les rideaux se fermèrent, pour la dernière fois, Marianne fut entourée par ses collègues de la compagnie, par l'équipe technique, par des dizaines de personnes qui voulaient exprimer leur admiration. Mais elle n'avait d'yeux que pour 2 petites silhouettes qui coururent dans sa direction dès qu'elles purent atteindre les coulisses. « Maman, tu es la plus belle ballerine du monde entier », déclara Sophie, la serrant avec toute la force de ses 6 ans. « Tu as volé, maman, tu as vraiment volé », compléta Gabriel sautillant d'excitation. Les jours suivants, les critiques furent unanimement positives. Une première pour l'histoire, titrait le principal journal. Marianne Lefebvre redéfinit ce que signifie la renaissance artistique, écrivait un magazine spécialisé. Des invitations pour des représentations internationales commencèrent à arriver, et le nom de Marianne figura désormais parmi les principales ballerines du pays. Mais ce fut une visite inattendue, 2 semaines après la première, qui compléta véritablement le cycle de transformation de cette histoire. Marianne était à la maison, jouant avec les enfants dans le jardin quand la sonnette retentit. À la porte se tenait Rodolphe Meunier, visiblement nerveux et tenant un bouquet de fleurs. Les mois qui avaient suivi cette nuit, à l'hôtel particulier, avaient été une période de profonde réflexion pour Rodolphe. La vidéo de son humiliation
avait circulé pendant des semaines, suscitant de sévères critiques tant personnelles que professionnelles. Mais plus que la honte publique, quelque chose avait changé dans sa perspective sur le pouvoir, la dignité, la valeur réelle des gens. Il avait créé, comme promis, un fonds pour les artistes en difficulté financière, dirigeant des ressources spécifiquement vers les mères célibataires qui avaient besoin de soutien pour développer leurs talents. Il avait également radicalement changé sa façon de traiter les employés dans ses entreprises, mettant en œuvre des politiques de respect et de valorisation qui surprirent tout le monde. « Je suis venu m'excuser », dit-il simplement, quand Marianne le reçut dans le salon. « Non seulement pour ce que j'ai fait cette nuit-là, mais pour toute une vie de comportement que je reconnais aujourd'hui comme étant mauvais. » Marianne l'écouta avec la même sérénité qu'elle avait montrée cette nuit-là, 6 mois plus tôt. Il n'y avait ni rancune dans ses yeux, ni désir de vengeance. Il y avait en revanche la sagesse de celle qui avait appris que la vraie victoire vient du dépassement de soi, et non de la défaite d'autrui. « Merci d'être venu, répondit-elle. Mais sachez que je vous avais déjà pardonné cette même nuit. Garder de la rancœur aurait empêché ma transformation. » Rodolphe quitta cette rencontre profondément touché par la générosité de Marianne. Des mois plus tard, il deviendrait l'un des principaux mécènes de la compagnie de ballet, toujours de manière discrète, ne cherchant jamais la reconnaissance publique. 1 an après la première, Marianne était consolidée comme l'une des principales ballerines du pays. Elle s'était produite dans des théâtres importants de plusieurs villes françaises et avait reçu des invitations pour des saisons internationales. Mais pour elle, le plus grand succès était de voir Sophie et Gabriel grandir heureux, en sécurité, et avec la certitude qu'ils pourraient être tout ce qu'ils désiraient. Hélène continuait de vivre avec eux, faisant désormais officiellement partie de la famille. Sa santé restait stable, et elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre en suivant de près le développement artistique de Marianne et la croissance des enfants. Les dimanches matins, le sous-sol de la maison se transformait en une école de danse improvisée où Sophie apprenait les premiers pas de l'art qui coulait dans ses veines. La maison était également devenue un point de rencontre pour de jeunes ballerines en début de carrière. Marianne avait créé un programme informel de mentorat offrant un soutien tant technique qu'émotionnel aux artistes qui faisaient face à des difficultés similaires à celles qu'elle avait vécues. L'art a le pouvoir de transformer non seulement celui qui le pratique, mais tous ceux qui sont touchés par lui, disait Marianne dans les interviews. Mon histoire n'est pas spéciale parce que j'ai pu recommencer à danser. Elle est spéciale parce qu'elle prouve que nos cicatrices peuvent devenir des ailes, que notre douleur peut devenir une force, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Un dimanche après-midi, exactement 2 ans après cette nuit à l'hôtel particulier, Marianne était dans le jardin de sa maison, observant Sophie répéter une chorégraphie simple qu'elle avait créée pour la présenter à l'école. La fillette dansait avec un naturel et une expressivité qui attiraient déjà l'attention, mais ce qui importait le plus, c'était la joie pure qu'elle irradiait en bougeant. Gabriel, maintenant âgé de 6 ans, jouait du piano dans le salon, ses petites mains découvrant des mélodies qui semblaient nées de son imagination. Hélène était sur la véranda, lisant un livre sur l'histoire de la danse, levant occasionnellement les yeux pour sourire à la scène domestique qui se déroulait devant elle. Marianne pensa à la fillette de 5 ans qui avait commencé à danser dans un simple studio de banlieue, rêvant de voler. Elle pensa à la jeune fille de 17 ans qui avait choisi l'amour de sa famille au détriment de ses propres rêves. Elle pensa à la mère célibataire de 30 ans qui avait travaillé comme femme de ménage dans une fête de riches, sans imaginer que cette nuit changerait tout. Toutes ces versions d'elle-même étaient présentes dans la femme qu'elle était aujourd'hui. Aucune n'avait été une erreur, aucune n'avait été du temps perdu. Chaque phase avait été nécessaire pour sculpter l'artiste et la personne qu'elle était devenue. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de Paris de tons dorés et rosés, Marianne entra dans la maison et mit une musique douce sur la chaîne hi-fi. Sans y penser consciemment, elle commença à danser dans le salon, des mouvements simples et libres qui ne suivaient aucune chorégraphie spécifique. Sophie et Gabriel la rejoignirent rapidement, créant une danse familiale spontanée qui n'avait aucune prétention artistique, seulement de la joie pure. Hélène observait depuis son fauteuil, des larmes de bonheur aux yeux, sachant qu'elle avait aidé à créer quelque chose de bien plus important qu'une carrière artistique réussie. Elle avait aidé à reconstruire une famille, à sauver des rêves,
a prouvé que l'art peut guérir des blessures profondes. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, Marianne sortit sur la véranda et regarda le ciel étoilé de la ville. Quelque part dans son esprit, elle entendit à nouveau la valse de Chopin qui avait changé sa vie. Mais cette fois, la musique n'apportait pas de souvenirs de douleur ou de regret. Elle apportait de la gratitude, de l'espoir et la certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. La petite fille qui rêvait de voler avait enfin trouvé ses ailes. Et elle avait découvert que voler ne signifiait pas échapper à la réalité, mais la transformer par l'art, l'amour et le courage de ne jamais renoncer à être qui l'on est vraiment. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Marianne a profondément touché votre cœur, tout comme il a touché le nôtre en le racontant. C'est une histoire sur la force qui réside en chacun de nous, sur le courage de recommencer quand tout semble perdu, et sur le pouvoir transformateur de nos rêves les plus vrais. Si vous avez été ému par la trajectoire de cette mère guerrière qui a retrouvé ses ailes grâce à la danse, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires quel moment de l'histoire vous a le plus marqué. Nous voulons savoir comment ces mots vous sont parvenus, quels sentiments ils ont éveillés, quels souvenirs ils ont fait ressurgir. Chaque jour, nous vous proposons des récits comme celui-ci, qui parlent de l'âme humaine dans sa forme la plus pure et la plus vraie, qui montrent comment l'art peut guérir les blessures et comment l'amour peut déplacer des montagnes. Ne manquez pas les prochains épisodes, où d'autres histoires de dépassement et d'espoir vous attendent. À la prochaine aventure que nous partagerons ensemble.